Ok, ben bonjour à tous, donc je m'appelle Thierry. Alors j'ai deux boulots, je suis le jour UX designer et le soir, comme les super-héros, je deviens comédien. Ça fait 10 ans que je suis comédien, en improvisation, en théâtre. Et aujourd'hui, en fait, je vais partager avec vous les principes fondamentaux du storytelling et donc du racontage d'histoire. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez du storytelling tous les jours, partout, dans tout ce que vous faites. Parce que toutes les histoires ne commencent pas par « il était une fois ». Je m'explique. Si je vous montre ceci, certains vont me dire « c'est de la merde ». Techniquement, c'est de la merde fossilisée, c'est vrai. Disons que si je vous la montre comme ça, brute de décoffrage, c'est quand même vachement moins sympa que si je vous la montre comme ça. Parce que la grosse merde fossilisée que vous avez vue avant, le plateau que vous avez vu là, vaut à peu près 25 000 €. C'est de la truffe, et c'est vachement bon. Le fait de présenter ça, ça s'appelle du storytelling. Parce qu'on va vous faire voyager, on va vous faire découvrir des sensations, des émotions, plein de choses. Tout ça fait partie du storytelling. Et c'est ce qui fait que vous allez acheter un produit, que vous allez utiliser un produit, que vous allez préférer un produit. Parce que, soyons très honnêtes, c'est quand même plus sympa d'avoir ça dans son assiette que la version précédente. On n'est pas des vaches non plus. Alors, le storytelling, c'est quoi? Donc, si on demande à mon pote Robert et à sa copine Larousse, c'est un procédé utilisé pour promouvoir un produit et par extension une idée à une personne qui consiste à raconter une histoire autour de ce produit, blablabla. Bla bla bla. En gros, c'est un mot anglais formé à partir de story, qui veut dire histoire, et telling, qui veut dire raconter. Ça, c'est la définition primaire. Pourquoi on l'utilise? Parce que c'est beaucoup plus facile de faire passer des messages. Tout le monde l'utilise, même les politiques. Il n'y a qu'à voir la situation actuelle, ça marche. D'accord? Si on se fait tous enculer, c'est grâce à ça. Mais plutôt que de passer dans le côté morbide du storytelling, je voudrais juste reciter une auteure que j'aime beaucoup, parce que comme tout bon geek qui se respecte, qui a lu les Harry Potter ici? Ouais, non, enfin. Le petit Harry Potter, eh bien, comme elle disait, il y a toujours de la place pour une histoire, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir voyager, s'évader, oublier, s'imaginer. On s'est tous imaginé être quelqu'un d'autre, être un super-héros. On a tous été des grands enfants dans les cours de récréation, à jouer à cow-boy et indien. Les histoires font partie de notre histoire en tant qu'être humain. D'accord? C'est la base, c'est ce qui sert à notre enseignement, c'est ce qui sert à nous apprendre la vie, c'est ce qui sert à nous apprendre les lois, à nous apprendre les valeurs, c'est ce qui sert à réunir les familles. Le storytelling, c'est le lien qui nous unit tous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pense un peu en bullet point. On est tous dans des réunions où on est formaté bullet point. Est-ce que vous savez ce que bullet veut dire? Ça. Ça tue les bullet points. Et pourtant, c'est comme ça qu'on est, une fois qu'on devient adulte, c'est comme ça qu'on est formaté. C'est tac, 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 tac. Voilà, je suis un adulte, je suis sérieux, je ne fais pas de blagues pourries, je ne parle pas de films de cul. Non, monsieur. Le storytelling n'a pas sa place, nous travaillons. On ne va pas nous faire chier avec des histoires à la con. Et pourtant, des histoires, il y en a partout, et depuis tout le temps. Il y a des managers ici dans la place? Hein? Soyez pas timides, hein, on va pas... 4, hein? Le tout premier risk manager qui a découvert sa fonction de risk manager, je vais vous le présenter, il s'appelle Serge. Serge est donc le premier risk manager. Et croyez-moi que niveau risque, il s'y connaît. Ses voisins sont morts parce que leur fille avait un jour trouvé un petit chaton tout choubidoubidou et a décidé de le ramener à la maison. Il s'est avéré très vite que ce n'était pas un chaton choubidoubidou. Et pour éviter que le reste du village ne subisse le même sort, il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose. Donc Serge, notre premier risk manager, s'est dit, faisons une réunion et faisons un beau PowerPoint. Pour expliquer, bien sûr, les tenants et les aboutissants de ce problème. C'est donc lui le premier PowerPoint. C'est chiant à transporter, mais c'est le premier PowerPoint. Oui, ça vous fait rire, mais en fait, quand je vous dis que c'est un premier PowerPoint, votre PowerPoint sert juste à ça. C'est à transmettre l'information. Alors, l'homme de Cro-Magnon, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il utilise ses mains, de la poudre, et puis il dessine, et il explique. Il explique comment faire quand on va chasser pour revenir avec un gros mammouth plutôt que de revenir bredouille. Il va expliquer avec ses fameux PowerPoint comment ne pas ramener de petits chatons choubidoubidou à la maison.
Il va expliquer comment survivre, comment faire des feux. C'est avec ça qu'il communique. Le langage n'étant pas encore super développé, en fait, il va se servir de visuel, mais c'est son storytelling à lui. C'est avec ça qu'il va apprendre. C'est avec ça qu'il va transmettre le savoir. En fait, ça, c'est l'école 1.0. À l'école, c'est comme ça que vous apprenez. C'est grâce aux histoires. On a tous grandi avec les histoires. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure manière d'apprendre. Et notre vie est entourée d'histoires. Ça nous facilite l'apprentissage. Les paraboles qu'on nous raconte pour ceux qui sont catholiques ou même n'importe quelle religion, elles ont leurs histoires. Les mythes, les légendes, les grands mythes grecs, les histoires romaines, Hercule, les grands voyages. Tout ça, derrière l'histoire, le mec qui décide d'inventer une légende ou de raconter une histoire, c'est pas parce qu'il se touchait la nouille un mercredi après-midi en disant « qu'est-ce que je vais faire dans l'après-midi ?» Non, c'est parce qu'il a envie de transmettre un message. Et nous, ça nous permet de l'apprendre beaucoup plus facilement. Pourquoi ? Parce qu'on s'identifie au personnage. On a tous eu envie à un moment d'être Hercule. Le mec super beau, super fort, qui va sauver la veuve et l'orphelin, buter un gros monstre, on a tous envie à un moment d'être Hercule. Moi, c'est trop tard, mais on a tous, à un moment, eu envie d'être Hercule. Mais ça nous permet d'apprendre plein de choses. La Fontaine, tout le monde connaît. La cigale et la fourmi. Vous vous souvenez de cette fable ? Avec la cigale qui avait décidé de ne pas en glander une de tout l'été, qui a été faire chanter, tagadagada, hein, grand festival musique et tout, pendant que l'autre se casse le cul toute la journée. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin ? Hein ? La bise fut venue, et elle l'a eu dans le cul. Donc, ces fables, je prends celle-là en exemple, mais il y en a plein d'autres. Ces fables ont une morale. C'est avec cette morale qu'on apprenait aux enfants que, par exemple, dans ce cas-ci, c'est que si tu glandes toute la journée, tu n'auras pas grand-chose. Et que donc, si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut travailler. C'est une manière de faire passer un message, c'est une manière de les former, de leur apprendre des choses. Donc toutes ces fables, tous ces mythes, toutes ces légendes ont servi à ça, et on a grandi avec ça. Je vais vous présenter deux gars. Vous les connaissez ? Quick et Flupke ? Ouais, tu sors. Ces gens ont bercé votre enfance. Ce sont les frères Grimm. Les contes de Grimm. Comment apprendre aux enfants à se protéger, à grandir, à évoluer, à avoir envie d'aller plus loin. Tous les contes de Grimm, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a une version plus édulcorée, puisqu'il y a Disney qui est venu mettre son grain de sel dedans. Oui, c'est très édulcoré, parce que par exemple, La Belle au bois dormant, dans la version Disney, on l'embrasse, elle se réveille. Dans la version originale, elle se fait violer par son père, par un prince qui passait par là, et elle va même accoucher de 2 enfants pendant qu'elle dort. Pocahontas, très gentil Pocahontas, sauf qu'on décide de l'emmener à Londres pour montrer que les sauvages, avec un peu d'éducation, peuvent être sympas. À 22 ans, elle chope une crasse et elle meurt 6 mois après. Ça, Disney a un peu oublié de le dire. Mais tous ces contes, aujourd'hui parce qu'on a fort édulcoré, mais tous ces contes ont une véritable morale, une véritable signification derrière ça. D'accord ? Blanche-Neige et les 7 nains, tout ça, après, c'était expliquer aux enfants de ne pas sortir le soir dans le bois, de ne pas parler aux inconnus, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. C'était la meilleure manière d'apprendre et de faire grandir. Pourquoi on utilise les histoires ? Aujourd'hui, comme je disais, en tant qu'adulte, on est un peu formaté bullet point. On est plein d'experts. Je suis sûr qu'il y a plein d'experts dans cette salle, j'espère. Et en tant qu'expert, on aime bien ce qui est compliqué puisqu'on est expert. Sinon, on ne serait pas des experts si ce n'était pas compliqué, n'est-ce pas ? Et donc, quand on explique, on va utiliser beaucoup de jargon d'experts, puisque c'est ce qu'on est. Un pote à moi, que j'aime beaucoup, a dit cette phrase très juste, c'est que si vous ne pouvez pas l'expliquer à un gamin de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas bien. Il y avait dans les séances de ce matin une séance sur expliquer l'agile à son gosse. C'est forcément quand vous êtes en face d'un gamin de 6 ans qui a un peu ce syndrome du pourquoi, et pourquoi c'est comme ça, et pourquoi le soleil il est bleu et jaune, et pourquoi il fait chaud, et pourquoi l'eau ça mouille. Il faut trouver des solutions simples pour lui expliquer quelque chose de compliqué. Les histoires vont vous permettre de faire ça. Parce que c'est ce que vous avez appris à faire depuis que vous êtes tout petit. Comment vous avez appris les mathématiques ? Si tu as 3 pommes,
petit garçon, que je t'en mange une, combien de pommes te reste-t-il? 2. Et c'est comme ça qu'il va apprendre les maths. Il va aussi apprendre que vous êtes un trou du cul qui n'a aucune... Voilà, la propriété des enfants, vous en foutez. Ça aussi, il va l'apprendre. Mais c'est comme ça que vous apprenez les choses. C'est un peu comme si, c'est cette fameuse phrase, imagine que. Parce que ce qui n'est pas concret, ce qu'on ne peut pas expliquer, ce qui est compliqué, ça passe tout de suite mieux dès qu'on commence avec du « c'est un peu comme si ». Et les maths, c'est ça. Quand on est tout petit, on apprend les maths comme ça. Plutôt que de vous essayer de vous expliquer que 1 plus 1, ça fait 2, 1, c'est quoi 1 ? 2, c'est quoi 2 ? Par contre, tiens, une pomme, je te redonne une pomme, tu as 2 pommes. Ça, c'est une histoire. C'est du storytelling. C'est mettre en scène. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est facile, parce que c'est des trucs simples. Il faut faire une grande distinction et ne pas tomber dans le fait que simple ne veut pas dire stupide. Apprendre à simplifier ne veut pas dire que vous allez devenir un gogol. D'accord ? Loin de là. La belle preuve, vous les connaissez ceux-là. Ça, c'est le meilleur cours de biologie au monde. En plus, c'était Sandra King qui chantait le générique. Heureusement, elle n'a pas fait que ça. Ça, c'est de la simplification à mort. C'est pas sorcier. Qui a déjà vu les émissions de C'est pas sorcier ici ? Jamy, Fred, la petite voix, les petits... Voilà. Ça, c'est de la simplification. Est-ce que ça veut dire que le sujet est stupide ? Non. Mais ce qu'ils font, c'est vous raconter des histoires. Le cours de biologie, là, à chaque fois que je me coupe avec une enveloppe et que j'ai l'impression que je vais mourir, à chaque fois que j'ai ça, je repense à tous ces petits bonhommes-là qui sont dans mon doigt, en train de se dire « Les gars, il y a une ouverture, on va colmater !» Mais oui, et je m'en souviens pourquoi. Pas à cause de mes bouquins de biologie où tout était vraiment très factuel, où j'avais un dessin d'une cellule, d'une plaquette et tout. Non, parce que je me souviens de ces histoires à eux, où ils nous larguaient des milliers et des milliers de petits bonhommes comme ça, avec le vieux monsieur et sa longue barbe qui vous expliquait que « Oh, tu t'es coupé, mais ce n'est pas grave, parce que dans ton doigt, il y a plein de gens qui vivent. » Voilà. C'est pas... Non, bah après, ça, c'est la déception d'adulte. Mais... Mais simplifier par l'histoire, ça vous permet d'apprendre plein de choses. Et c'est aussi pour ça que vous retenez les choses. Parce que c'est le genre de choses qu'on retient. Ça vous marque. C'est ça, les histoires. Et pourquoi ? Parce que ce système-là, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est réutiliser le « c'est un peu comme si ». Ce n'est pas vos petites cellules et vos plaquettes qui vont se joindre par espèce de mitochondrie. Je dis n'importe quoi. Mais non, c'est parce qu'il y a un petit bonhomme qui vient, c'est un gros globule blanc, et il va bouffer tous les petits microbes, et puis il va les recracher dans un coin, ça s'appelle du pu, et c'est ça qui sort quand tu te pètes le truc. Et tu fais « ouais !» Ça, j'ai retenu, d'accord ? Le fait que mon globule blanc soit macrophage. L'histoire, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça permet d'expliquer tout et n'importe quoi. Donnez un petit exemple. Imaginez une boîte de nuit. Le propriétaire de la boîte de nuit vient d'ouvrir, c'est une toute nouvelle boîte, superbe boîte, nouveau matériel et tout. Premier soir, il y a un quart de supporters qui débarquent. C'est quoi l'équipe de foot ici ? Il n'y en a plus ? C'est très bien, je ne fâcherai personne. Un gros quart de supporters qui arrivent, complètement jetés, ils sortent du bus, ouais, on va y danser, ils rentrent tous dans la boîte de nuit, c'est le bordel, les serveuses ne s'en sortent plus, les gens sont déchaînés, les portes craquent. À un moment, le patron en a marre, rallume le courant, fout tout le monde dehors et dit « c'est terminé, foutez le camp ». Il réfléchit, parce qu'il a quand même ouvert une boîte de nuit pour se faire de la thune, et il trouve une solution. Il dessine 3 portes à l'entrée, et il met 2 portiers devant chaque porte, un peu comme eux. Le week-end suivant, un nouveau quart de supporters arrive, encore plus déchaîné que l'autre fois, débarque, et tous les portiers sont là. En rang 2 par 2 devant chaque porte. Les supporters ne discutent pas, se mettent en rang 2 par 2, et les portiers commencent à rentrer. Tu rentres pas, tu rentres pas. On attend. Les gens sortent, tu rentres pas. Et la soirée se passe à merveille, le patron de la boîte de nuit gagne son fric, les serveuses sont ravies, c'est une affaire qui tourne. En gros, je viens de vous expliquer ce qu'est la résistance électrique en série.
Non, alors si vous voulez applaudir, il faut le faire tous ensemble, parce que sinon t'as un peu l'air con. Non, parce qu'il ne faut pas les laisser tout seuls comme ça, hein, parce qu'ils sont un peu... Ceci dit, maintenant, vous allez savoir comment fonctionne une résistance en série électrique, d'accord? Juste à cause de ça. C'est une histoire. C'est ce qui nous aide à comprendre. C'est ce qui nous aide à mettre des choses concrètes sur des choses abstraites. Alors, pour faire une bonne histoire, qu'est-ce qu'il faut? Parce que forcément, on pense un peu aux histoires des bons chevaliers qui vont délivrer la princesse et qui commencent par « Il était une fois » et qui se terminent par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Mais voyons un peu comment construire son histoire. La première chose dont on a besoin, c'est forcément un héros. Oui, j'ai menti, on va parler de Star Wars. Le héros, comme on le connaît, dans les films, dans les livres, dans les séries, c'est ce grand héros qui d'ailleurs a changé avec le temps, si vous regardez bien. Souvenez-vous des séries quand on était gamin, et les séries aujourd'hui, on avait des héros super propres. Charles Ingalls, il est super propre. Il est chiant comme la mer, mais il est super propre. C'est un gentil héros. Si on regarde Dexter, c'est un héros, il est beaucoup moins propre. D'accord? Mais le héros, c'est un peu le reflet de la société actuelle aussi. C'est que maintenant, on sait qu'il n'y a plus de blanc, plus de noir, tout est un peu plus ou moins gris. D'accord? Et vos héros vont changer avec ça. Le héros, c'est l'élément primordial de toute histoire. Mais le héros, et vous allez le voir, on le retrouve partout, tout le temps. Même quand vous surfez sur votre site web préféré, sur votre application mobile préférée, il y a toujours un héros. Sauf que des fois, c'est vous. Ce qu'il faut avec le héros, c'est toujours l'allié. C'est toujours ce gars qu'on aime bien, où on ne sait pas trop s'il va mourir ou pas, mais on l'aime bien quand même, et puis il donne un coup de main, il est sympa, des fois il est sexy, des fois il est un peu con-con, mais Disney est très fort avec ça pour les petits personnages alliés qui sont toujours très très cons, Stitch et compagnie, voilà. Mais c'est important d'avoir un allié, parce que cet allié, c'est un peu le faire-valoir. C'est celui qui va tout d'un coup trouver une solution pour que le héros puisse s'en sortir. Forcément, il faut le Genesis, le vilain, celui qui va un peu foutre la merde. Ce vilain, vous l'avez aussi partout, tout le temps. Vous allez voir pourquoi. Il faut un contexte à une histoire. S'il y a des histoires qui sont médiévales, des histoires qui sont de science-fiction, dans le futur, dans le passé, est-ce que c'est une histoire sur un fond de climat social? C'est un climat économique? Ça peut être un film de guerre. Donc le contexte, c'est important. Il faut une quête. Parce que forcément, toute histoire fonctionne parce qu'à un moment, il y a une quête à remplir. Il y a une urgence, il y a un problème, il y a quelque chose à résoudre. Ça, c'est primordial dans l'histoire. Et puis surtout, il faut une morale. Parce qu'une histoire sur juste j'ai été acheter des tomates hier au supermarché, s'il n'y a pas de morale derrière, ça ne sert pas à grand-chose, même si c'est très bon. D'accord ? La morale, faites attention, parce qu'on avait une forte tendance à imposer les morales des histoires avant. Comme La Fontaine, par exemple. La Fontaine terminait toutes ses fables par « la morale de cette histoire », et on avait une morale. Évitez ça. La morale, vous allez voir, c'est quelque chose où chacun d'entre nous, on aime bien se faire nos propres morales. On aime bien tirer les enseignements qu'on en a déduits par rapport à un film, une histoire, une série. On aime bien choisir nous-mêmes. Mais ce qu'on a besoin avant tout, c'est d'avoir l'impression de vivre une aventure humaine. C'est ça qui va faire le storytelling. Et l'aventure humaine, croyez-moi, ça n'a pas besoin d'être épique. On n'avait pas besoin de sauver le monde d'une invasion extraterrestre. L'aventure humaine, c'est parfois juste sortir de chez soi. C'est parfois juste pendant 5 minutes se dire « je fais autre chose, je suis quelqu'un d'autre ». Quand vous, en tant que manager ou chef de projet, ou lorsque vous construisez un nouveau projet, un nouveau site, puisqu'on est dans l'IT, que ce soit un site mobile ou quoi que ce soit, ce que vous devez être, c'est avant tout un super narrateur. Pourquoi ? Parce que ce que vous allez donner à votre public, le produit, vous allez devoir le raconter. Vous allez devoir faire en sorte que votre public adhère à votre histoire, pour qu'il l'achète, pour qu'il le prenne, pour qu'il vous suive, que ce soit au sein d'une société. Quand vous venez proposer une nouvelle solution, il faut que les gens de la société se disent « Ah oui, on a envie de le faire ». Pour ça, il va falloir bien la raconter. Il faut que vous soyez un super narrateur. Et comme je vous disais, pourquoi ? Parce que vous retrouvez le storytelling partout. Que ça soit sur le web, que ça soit sur mobile, que ça soit sur maintenant les nouvelles Apple Watch qui sortent bientôt. Tous ces sites web sur lesquels vous naviguez,
Vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a une histoire derrière. Il vous raconte une histoire, il vous raconte quelque chose. Il vous donne envie d'être quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Il vous donne envie de vivre une aventure spécifique par rapport au produit, par rapport à ce que vous voulez acheter. Prends un exemple, l'Apple Watch. Est-ce qu'il y en a comme moi ici qui attendent la sortie de l'Apple Watch avec impatience? Je suis le seul con alors. Ça me coûtera un bras, mais c'est pas grave. Le site d'Apple, ils sont très forts pour ça, Apple, dans le storytelling. Quand vous arrivez sur le site d'Apple, première chose que vous avez, c'est la fameuse Apple Watch, avec une vidéo de tout ce que vous pouvez faire avec cette watch. Ça fait tout sauf une montre, hein, mais vous avez une super montre, vous avez l'Apple Watch. Et votre communauté va grandir autour de ça, parce qu'on a envie, bon pas vous apparemment, mais tous les Apple fans ont envie d'avoir cette montre. Et ont envie de pouvoir faire des photos avec Instagram comme ça, avec la montre. Et attends chérie, je te rappelle, ouais. J'ai envie de participer à ça. Pourquoi? Parce que l'histoire qu'on me raconte là, à un moment, Apple devient le narrateur d'une histoire dont je suis, moi, en tant que client, le héros. Apple se sert du storytelling pour me faire croire, moi, que je vais participer à une aventure tellement géniale qu'une fois que j'ai mon Apple Watch au bras, je suis le king of the world. Je suis le king de la beach. Mais oui. Le king de la beach. Tu l'écris comme tu veux. J'avais dit qu'on avait parlé de cul. King de la beach. Hein? Non, j'aimerais bien. Mais le storytelling, il est là-dedans. Mais pas seulement sur le digital, sur le concret aussi. Il y a une société, je suis très fan, j'ai leur carte VIP, mais Lego, au niveau storytelling, mon Dieu, mais qu'ils sont bons. Lego existe déjà depuis près de 70 ans, un peu plus de 70 ans. Enfin, moi j'ai connu, mon grand-père avait des Lego, mon père avait des Lego, moi j'ai grandi avec des Lego. Le storytelling qu'on raconte par les Lego est juste fantastique. Et le storytelling, c'est pas « il était une fois ». Non, le storytelling commence au moment où, dans votre tête, vous vous dites « je vais m'acheter une boîte de Lego ». Et Lego va tout faire pour que vous soyez le héros du jour. C'est votre histoire. Entre le moment où vous rentrez dans le Lego Store, pour ceux qui cherchent un Lego Store, il y en a un Wayne the Game au shopping, il est très très bien. Vous rentrez, toutes les boîtes sont affichées, vous trouvez la boîte de Lego qui vous plaît. Vous achetez, il y a l'excitation qui monte, ça fait partie de l'histoire, le suspense est installé. Est-ce que je vais la monter? Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que madame va gueuler si je rentre avec ça? Non. Vous êtes le héros de votre histoire. Vous arrivez chez vous, vous déballez, vous installez sur la table du salon. Madame gueule parce qu'elle voulait travailler, mais c'est pas grave. Vous ouvrez vos petits sachets, vous ouvrez le mode d'emploi et vous commencez à construire. Vous vivez votre histoire et vous imaginez plein de choses. Et dans toute histoire, il y a des moments super fun où vous êtes content parce que vous avez terminé la première page. Et les moments super down et avec un suspense intense parce que vous ne trouvez pas la pièce 142B et que vous êtes occupé à chercher en disant « ils ne l'ont pas mis dans la boîte !» Et puis on remonte parce que vous la trouvez enfin, elle était là sous mes yeux et on commence à monter le truc. Et une fois qu'il est fini, on est là et on regarde son objet et on est content. Ça, c'est un putain de storytelling. Lego a fait de vous un héros pendant 1 heure, en fonction de la taille de la boîte. Non, parce que j'ai des boîtes, j'ai mis tout un week-end. Mais c'est des longues histoires. Ils sont très forts. C'est du storytelling. C'est à un moment, vous plantez un contexte, une quête. La quête, c'est construire ma boîte de Lego et de faire de vous un héros avec tous les problèmes qu'un héros peut rencontrer pendant sa quête. C'est du pur storytelling. C'est juste ça. C'est une histoire qui va raconter. D'autres s'en servent aussi dans le packaging. Vous connaissez les biscuits Michel et Augustin? Ouais. Qui connaît? Enfin oui, qui connaît, voilà. Michel et Augustin. D'abord, ils font des cookies de la mort. Pas que des cookies, ils font plein de petits biscuits qui sont juste super bons. Mais ils ont un packaging de fou. C'est-à-dire que non seulement vous mangez votre biscuit, mais en plus, vous lisez le paquet. Parce qu'il y a plein de trucs sur ce paquet. Il y a plein d'infos à la con. Et en plus, c'est drôle à lire. C'est du storytelling. Qu'est-ce qui va faire que je préfère acheter cette boîte de cookies-là plutôt que la boîte 365 de chez Deleuze? C'est qu'il y a une boîte, elle est moche. Et c'est juste une boîte de cookies. Ça, c'est le côté bullette.
de là tantôt. C'est, tiens, voilà une boîte, voilà le prix, voilà le nom, c'est les cookies, bon appétit. Ça, c'est, hey mon ami, t'aimes ça les cookies? Viens dans mon monde, c'est un monde magique et merveilleux où si tu prends les cookies, en plus, t'as l'air super cool, ouais. C'est une histoire. Ils font de vous un héros. Le héros d'une histoire en particulier. Encore une fois, ce n'est pas un « il était une fois ». Pourquoi c'est important? Parce qu'on a tous nos styles d'histoire. Il y en a qui vont adorer Michel Augustin. Il y en a qui vont préférer le 365 produit blanc de chez Deleuze. Pour des raisons économiques ou par faute de goût. Si, il faut être honnête. Mais on a tous nos types d'histoires. Il y en a qui aiment les histoires un peu pépères. Il y en a qui aiment les grandes histoires épiques. Il y en a qui aiment les histoires de science-fiction, les films d'horreur. On a tous nos références et les histoires qui nous font vibrer. Et c'est ce qui fait aussi que pour chaque produit, vous allez adhérer à une communauté. Et ça, les marques l'ont comprise. Certaines marques poussent un type de storytelling par rapport à leur marque proprement dit, par rapport à ce qu'ils sont. C'est ce qui fait que Apple a ses Apple fans, que Windows... C'est un mauvais exemple. Mais que Michel Augustin va avoir ses fans, que les Lego va avoir sa communauté, que quand vous suivez une émission de cuisine, par exemple, Top Chef a sa communauté. Top Chef, comme storytelling, il n'y a pas mieux. Top Chef, c'est la seule émission qui est capable en 1 heure de vous faire croire que demain, vous pouvez faire un gigot au romarin, les doigts dans le nez. Do it yourself. Entre la photo et ce que tu sors. Mais tu t'en fous. T'as vécu ton histoire. T'as vécu ton aventure. T'as essayé. T'es rentré. T'as acheté la panoplie du parfait petit cuisinier. T'es rentré chez toi. T'as essayé des trucs. C'est mauvais, c'est dégueulasse. Mais t'as essayé. Et c'est pas grave. Parce que si le premier épisode a foiré, tu recommenceras avec l'épisode numéro 2. Mais tu crées ta série. Et tu vas devenir adepte de ta série. Et donc de la marque. Et donc de l'émission de télé, et donc de la personne. Tout ça à cause du storytelling. Vous, en tant que marque, parce que là maintenant je vais me positionner non pas en tant que client, mais vraiment en tant que producteur, on va l'appeler comme ça, il faut forcément que vous trouviez votre style. C'est important de trouver son style. Parce que c'est en ayant votre style à vous que vous allez pouvoir faire passer un message convenable. Et donc trouver l'histoire qui vous ressemble. Et faire en sorte que votre communauté adhère à votre histoire, à votre storytelling, à votre manière de compter. Après, bien sûr, par rapport à votre marque, il faut aussi connaître son audience. L'histoire de Teletubbies ne marchera probablement pas avec le home de Mons. Ça peut marcher avec les mecs sous LSD, mais ne vous trompez pas d'audience. Selon que vous avez une communauté geek, selon que vous avez une communauté de vieux, selon que vous avez une communauté d'ados, que vous avez une communauté de jeunes, que vous avez des riches, des pauvres. Chaque communauté a des langages différents. Il faut connaître votre communauté pour savoir comment leur parler. Chaque communauté a une culture. Chaque culture a son histoire. Une histoire européenne n'a pas les mêmes codes qu'une histoire en Inde. Il n'y a qu'à voir. Un film Bollywood et un drame français. Il y en a que dans un des deux où les gens finissent par chanter. Enfin, il faut... Chaque culture a son histoire. Une fois que vous connaissez la culture de votre audience, vous savez quel type d'histoire leur raconter. Et puis surtout, ce qu'on appelle le tone of voice. Le tone of voice, c'est la manière dont vous allez exprimer les choses. Est-ce que vous allez choisir un langage jeune et sympa? Je pense par exemple à Hello Bank. Tout le monde voit ce que c'est, Hello Bank? Cette nouvelle banque mobile, 24 heures sur 24, avec un super logo tout bleu, et qui te regarde en disant « Hey, toi aussi, t'aimes ça, avoir un compte à 25 €, ouais, parraine tes potes !» Ça, c'est le tone of voice Hello Bank. N'essayez pas ça avec le couple de pensionnés qui a 3 baraques à l'âne, qui roule en Porsche et qui a un chauffeur. Ne venez pas chez lui en disant « Hey, t'as envie, toi, d'un compte avec 25 € dessus? Salut ma poule !» Non. Le tone of voice, trouvez votre tone of voice. C'est ce qui va faire aussi que votre histoire va vraiment coller à votre public. Et ce qui est bien aussi dans les histoires, c'est ce qu'on voit. Et faites attention parce que les images ont un pouvoir
d'interprétation qui est relativement important. D'accord ? Selon votre marque, selon l'histoire, selon le contexte, une image peut avoir 100 significations différentes. Je prends un bête exemple, cette gentille madame qui pense qu'elle est choquée par ce qu'elle a en main. Ok, qui pense qu'elle est en train de se dire « Ouh, c'est mon anniversaire aujourd'hui ». Il y en a un dans le fond, un coquin. Qui pense qu'elle se dit « Tiens, je ne pense pas que c'était pour moi ». Ouais. Il y a plein d'interprétations différentes. D'accord ? Faites attention aussi à l'image quand vous racontez vos histoires. Parce qu'une image, lorsque vous utilisez une image en communication, c'est une histoire en soi. Et quand je vous disais la morale, de ne pas imposer votre morale, c'est pour une bonne et simple raison, c'est qu'il faut laisser les gens se demander ce qu'elle est en train de se dire, cette petite vieille. Moi, perso, je me dis qu'elle dit « C'est un petit peu petit, hein. Ça rentrera pas. » Sinon, on en trouve au catalogue La Redoute, aux masseurs de joues. Non, c'est là qu'ils sont. Si. L'image, c'est une histoire en soi. Dans la publicité, quand vous baladez dans la rue, quand vous voyez un packaging, quand vous voyez une image sur un site web, quand vous voyez les panneaux publicitaires, chaque image est une histoire. C'est une histoire qu'on vous raconte en direct. C'est une histoire qui va vous faire voyager, qui va vous donner envie. Bon, ici, bon, imaginons une pub pour Audi. Le fait que vous voyez une pub avec une jolie A4 break, avec un joli coucher de soleil, et un couple qui tient son enfant par la main, avec le vélo sur le toit, c'est une image. Vous, quand vous la regardez, pendant ces fractions de secondes, vous vous dites « Oh oui, la mer, le vent, oh qu'est-ce qu'on serait bien là, hein chérie, on prend les enfants, on va faire un tour à vélo. » Vous devenez le héros de votre propre histoire. C'est du storytelling. Cette image-là, c'est le fait que Audi, à un moment, vous dit « Je vais vous raconter une histoire. » Et vous allez aimer l'histoire que je vous raconte. Et parce que vous aimez l'histoire que je vous raconte, vous allez venir dans notre concessionnaire et vous allez nous acheter une voiture. Le storytelling, vous l'avez partout. Et ce qui est important dans le storytelling aussi, c'est le fameux « et si ». Vous savez, c'est ces films où on reste jusqu'à la fin du générique. On est là, on attend. Marvel, ils sont très forts pour ça. Les Marvel, vous arrêtez juste au bout. Tous les geeks, vous pouvez les reconnaître parce que c'est les seuls qui sont encore dans la salle de cinéma pendant que tout le monde s'est barré. Ça et les mecs qui ont décidé de laisser partir le bétail d'abord. Et ils attendent que le générique soit fini. Ça devient noir. Et là, pendant 10 secondes, vous avez un mini-film qui vous explique ce qui pourrait se passer dans le prochain épisode. Et là, tout le monde fait « Ah, t'as vu, ils l'ont mis, c'est le « et si ». C'est qu'une histoire n'est jamais finie. Quand vous faites un site web, c'est Zalando. Vous voyez tous ce que c'est, le site Zalando ? Ouais. Ça marche avec beaucoup de sites, mais Zalando, ils sont très forts. Donc, ils vendent des chaussures, des vêtements. Ils ont trouvé leur cible, les femmes. Le message est très clair, c'est « t'as pas le temps de faire les courses, 2 clics et c'est chez toi ». Le « et si » de Zalando, c'est que ce n'est jamais, jamais, jamais fini. Vous allez pour commander une paire de chaussures, et toute la navigation est faite avec les visuels pour vous donner cette impression que cette paire de chaussures va faire de vous les reines du bal. Même une bête paire de baskets à la con, ils arrivent à vous donner l'impression, quand vous allez choisir votre basket, que c'est parce que vous allez devenir la plus grande sportive du monde et gagner les prochains Jeux Olympiques. Et donc, vous allez acheter votre paire de baskets, et tout est fait dans la navigation pour vous dire, tiens, tu connais cette histoire de la fille qui veut aller en boîte de nuit parce qu'il y a ces chaussures-là ? Et tu connais l'histoire de la fille qui a envie d'être tranquille chez elle au coin du feu ? Parce que cet épisode-là, c'est là avec cette chaussure-là. Et une fois qu'on a acheté, et que vous commandez votre petite chaussure, et que vous recevez vos petites chaussures, il y a toujours cette petite marque quelque part qui vous dit « Bientôt, on va te revoir ». Ça, c'est la suite, c'est le « et si ». C'est « je n'ai pas clôturé ». Dans vos applications mobiles,
Candy Crush, tout le monde voit ce que c'est Candy Crush? Qui joue à Candy Crush ici? Ouais? On s'échangera des vies après. Candy Crush au niveau du storytelling, pourtant c'est un bête jeu à la con, on est d'accord. C'est le plus con de tous les jeux qu'on connaisse. C'est une perte de temps incommensurable, sauf en réunion. Ça évite de s'endormir. Mais au niveau du storytelling, c'est très con. Tu alignes des bouboules, ça fait pouf, tu passes au niveau suivant. Le pitch, c'est ça. Mais tous les petits personnages dans le coin, tous ces petits dialogues que vous trouvez au fur et à mesure que vous avancez dans les stages, c'est à chaque fois un teaser pour le stage d'après. Oh, tu sais, la vilaine madame derrière, elle a englouti tout le monde avec du space cake. Oh, on est englouti dans le sirop d'érable, aide-nous. Oh, ah, ah. Et vous devenez le héros d'une histoire juste débile, mais vous êtes un héros. Et chaque fois que vous terminez votre stage, vous voyez le reste du chemin sur Candy Crush, l'application, qui vous montre déjà les autres stages que vous n'avez pas encore fait. Et ça, c'est le fameux « et si ». C'est « et si tu continues ? Et si tu nous rejoignais ? Et si tu restais encore ? Et si tu allais demander des vies et que tu fasses chier tout le monde sur Facebook parce que tu ne sais pas attendre que les minutes passent pour avoir des nouvelles vies ?» Et pour continuer le fameux chemin du « et si ». Quand vous créez un produit, quand vous créez une marque, quand vous créez un site web, c'est ce à quoi vous devez d'abord penser. C'est le storytelling. Quelle est l'histoire que vous avez envie de raconter à vos clients ? Quelle est l'histoire que vous avez envie de raconter à vos collègues quand vous faites une réunion, quand vous avez besoin de présenter une nouvelle solution ou présenter un rapport? Quelle est l'histoire que vous avez envie de leur raconter? Et comment vous allez la raconter? Qui est le héros de cette histoire? Si vous devez faire un rapport, un bilan par rapport au fait que votre société va se péter la gueule dans 5 ans si on continue comme ça, parce que les syndicats bloquent tout. Il y a des délégués syndicaux ici? Non? D'accord. Donc que ces trous du cul de syndicats bloquent toute avancée technologique ou innovante ou quoi que ce soit, et si on ne fait pas quelque chose, on va dans le mur. La quête, on l'a. Sauver l'entreprise. Le vilain, le syndicat. Je l'ai dit. Le héros, vos employés, vous. Vos alliés, vous. Ça devient un travail d'équipe. La morale, ensemble, on est plus fort. Eh oui, mais même Dark Vador était persuadé que lui aussi, ensemble, on est plus fort. Ils ont quand même pété l'étoile noire. Détail. Le contexte, une situation économique, une société qui va mal. Le « et si », c'est si on y arrive et qu'on arrive à trouver une solution à ce problème et qu'on sauve la société, il y a une porte qui s'ouvre sur plein d'autres options pour la suite. C'est votre « et si ». C'est une histoire. Et ça, quand vous allez en réunion, il faut pouvoir la raconter, cette histoire. Il faut pouvoir donner, comme quand on fait un packaging pour un client, comme quand on crée un produit, comme quand on met un site web en ligne, c'est de se dire, voilà, pendant l'heure de réunion qui est ici, je vais faire de vous un héros potentiel, dans une histoire, ici dans ce cas-ci pour la société, dans une histoire qui sera plus, on va dire, un suspense économique, où le vilain syndicat veut nous mettre à terre. Et vous allez la raconter. Et les gens vont suivre cette histoire. Ils vont se souvenir de l'histoire. Parce que c'est comme ça qu'on se souvient des choses. Vous vous souvenez, moi je sais que ma mère me disait toujours, si tu connaissais tes dialogues de film aussi bien que tu connais tes leçons, et je suis sûr que j'ai pas la seule mère comme ça. Pourquoi ? Parce que les histoires, on les retient. Les trucs mis en bloc comme ça vous passe au-dessus. Et donc, l'histoire, le storytelling, c'est ça qui va faire que votre produit fonctionne. C'est ça qui va faire que votre message passe. C'est ça qui va faire que votre communauté vous suit et qu'elle s'identifie à votre produit. C'est le storytelling. Alors, c'est... Juste pour clôturer, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise histoire. Il y a des histoires qui sont chouettes, des histoires qui sont drôles, il y a des histoires qui sont tristes. Le but premier d'une histoire, c'est de susciter une émotion. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne.
Notre cerveau ne retient que parce qu'il assimile un fait à une émotion. C'est pour ça que les femmes retiennent tout le temps, et que nous, on s'en branle. Mais principalement, le but de l'histoire, le but premier, c'est ça. C'est d'aller susciter chez vous, chez votre client, chez votre collègue, chez votre patron, chez votre utilisateur, susciter un début d'émotion accouplé à un fait, à une action qui va faire que c'est imprimé et il va le retenir. Et cette émotion, c'est pas spécialement être drôle. Si je vous demande quel est le film dont vous vous souvenez et qui a marqué votre vie aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'ai 1% de comédie. Donc l'humour, c'est pas spécialement l'émotion la plus forte. Mais il faut qu'il y ait une émotion. Et le storytelling, c'est ça. C'est réveiller en vous une émotion, une sensation. C'est vraiment le vivre. Le storytelling, c'est ça, c'est vivre vos sentiments, c'est vivre les choses, vivre le moment. C'est donner l'impression à un moment à votre client, à votre collègue, à votre utilisateur, qu'il peut être pendant quelques minutes quelqu'un d'autre, quelque part d'autre. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et puis si vous avez des questions, shoot. Je sais pas s'il y a des questions. J'ai été si clair que ça ou chiant? Top. Donc, il nous reste 10 minutes pour parler de cul. Alors. Non, parce que les autres vont arriver dans une demi-heure. Alors, je sais pas si on peut partir. Ils sont partis, les gens de la journée agile. Je vais poser mon micro. Quelqu'un, une blague? Une histoire drôle? Une anecdote? Je me sens un peu seul, en fait, les gars. Attention, je la refais, hein. Non? Ça va? Bon. Ah, ben voilà! Alors, oui, oui, de fait, étant comédien, c'est peut-être un peu plus facile pour moi que pour quelqu'un qui ne l'est pas. Après, faisons la différence entre ce que je viens de dire et la manière dont je le dis, et la manière dont le storytelling, vous allez l'expliquer et le vivre dans la vie de tous les jours. D'accord ? L'histoire... Qui a des enfants ici dans la salle ? Waouh ! Qui parmi vous lit de temps en temps une histoire à ses enfants ? Et qui parmi toutes ces personnes qui lisent des histoires sont comédiens ? Est-ce que votre enfant vous en veut pour autant ? Non. Ce que je veux dire, c'est que le storytelling, comme je viens de l'expliquer, il y a aussi le fait que vous laissez la personne à qui vous parlez être le héros de son histoire. Le but du storytelling, et ce qui est important, c'est d'arriver à lui amener les éléments nécessaires pour qu'il puisse créer son histoire. Je vais reprendre par exemple lorsque vous dessinez un site web, quand vous avez toute votre réunion avec le développeur, le designer, le UX designer, les managers, tout ça, pour créer votre site web, c'est un moment de réfléchir au fait que pour que mon client qui va aller surfer sur le site, et qui ne va pas devoir se retrouver devant une bande comme vous à faire le guignol et à raconter des trucs tel un vrai comédien, mais qui va être tout seul chez lui, dans son appart, tout seul, à surfer sur son site, c'est comment je vais amener les éléments nécessaires pour que l'histoire se crée au moment où il va surfer. Comment je vais agencer ma navigation, comment je vais agencer mes visuels. Donc le storytelling, c'est pas... Quand je dis que vous devez être un bon conteur, c'est vraiment dans le côté, c'est amener les bons éléments pour que l'histoire se crée. Pour que dans la tête des gens à qui vous avez amené les éléments, le chemin se fasse. C'est que quand vous allez, par exemple, donner, voilà, on doit vendre cette bouteille d'eau, même si je suis très mauvais comédien et que je ne sais pas raconter l'histoire, mais que je sais quels sont les éléments qui sont nécessaires pour qu'il y ait une histoire par rapport à ça, c'est que quand je la mets dans le magasin, là, et quand je vais dessiner le packaging, c'est qu'il y ait suffisamment d'éléments sur cette bouteille d'eau pour que moi, en tant qu'acheteur, quand je passe dans le magasin et que je prenne ma bouteille, je fasse « Wow, c'est sympa, ouais, et c'est comme à la pub, et je vais me déshydrater, regarde, je cours ». C'est ça.
Quand vous êtes en réunion et que je vous dis soyez un bon narrateur, celui qui est narrateur, c'est juste celui qui va vous expliquer et vous mettre en situation. C'est celui qui va vous donner les bonnes informations pour bien comprendre le contexte dans lequel on est. Quelle est la quête qu'on doit suivre? Quelles sont les urgences, les problèmes, donc le fameux vilain? Le narrateur, ça c'est son rôle. C'est d'arriver à trouver les éléments clés qui permettent à celui qui écoute d'identifier les différents éléments de l'histoire et d'arriver à gérer son histoire lui-même. Ça répond à votre question? C'est un élément de réponse? D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui. Ouais, c'est beaucoup de bullshitting. Bienvenue dans le monde du corporate. À ça, je répondrai une chose. Quand vous allez au cinéma, il y a des très bons films, et il y a des bonnes daubes, mais qui ont des super trailers, et où vous dites, putain, ça va être le film de l'année, et au bout de 30 minutes, vous êtes dans la salle et vous vous faites chier. Est-ce que c'est la faute de l'histoire, ou est-ce que c'est la faute de celui qui l'écrit? Le fait que vous trouvez que l'histoire, c'était un peu du bullshit dans tout ce qu'on vous a montré, parce que en fait, c'était une très belle forme, mais pas de fond. Est-ce que c'est la faute de l'histoire en elle-même, ou est-ce que c'est parce que les personnes qui ont écrit cette histoire ont légèrement oublié un petit détail, c'est le fond. La responsabilité par rapport à ça n'est pas vraiment dans l'histoire en elle-même, mais dans celui qui a choisi les éléments qui allaient servir l'histoire. Quand je vous dis le storytelling, il a des multiples formes. Il existe sous différentes variantes, des longues, des petites, des moyennes, des chouettes, des tristes, des chiantes, des bullshitting, tout ce qu'on veut. C'est là que vous, en tant que narrateur, vous allez devoir y mettre les bons éléments pour que cette histoire ait autant de fond que de forme. Alors oui, il y a du bullshit, et oui, c'est vrai, dans le milieu corporate, on aime bien utiliser le storytelling à tort et à travers, et à vous faire passer des pilules plus facilement parce qu'on a une belle histoire. Encore une fois, je vais revenir à notre situation politique actuelle. Hein. Je veux dire, s'il n'y avait pas un chouette storytelling derrière, on n'aurait pas voté pour ces clampins. Donc, je veux dire, c'est comme ça. Mais est-ce que c'est la faute de l'histoire ou de celui qui l'écrit? Malheureusement, par rapport à ça, j'ai pas trop de réponse. Parce que, comme je vous dis, oui, il y a des histoires qui sont du pur bullshit. Et j'en ai déjà assisté, hein, en pleine réunion, où, comme vous dites, on vous montre un truc. Je vais prendre un bête exemple. J'ai emménagé dans ma nouvelle maison il y a une semaine. Je remercie d'ailleurs mes 2 potes qui sont venus m'aider à déménager. Et j'ai quitté Belliacom pour aller chez vous. Et vous, en fait, j'ai été chez eux parce qu'ils m'ont vendu le truc en disant « Oui, vous allez voir, c'est génial, on a une vitesse de téléchargement d'autant, une vitesse d'upload à autant, vous avez une téléphonique, en plus, pour 20 € de plus, vous avez le Pro Pack ». Ce qui est génial, parce qu'en cas de problème, on intervient dans les 4 heures. Sauf le dimanche, bien sûr, vous devrez attendre le lundi. Et nous, on est là, on se dit, ok, c'est un truc professionnel, chouette, l'histoire, le storytelling y est. Vitesse de téléchargement, tout ce que vous pouvez faire avec, je me voyais déjà, avec mon Netflix, avec mon Apple TV, regarder plein de films, être tranquille chez moi, au coin du feu, avec ma télé, en train de regarder les émissions à la con. Sauf que, depuis ce matin, ma ligne est en dérangement, parce que, régulièrement dans la région, il y a des coupures et ils trouvent ça tout à fait normal. Et donc, il faut débrancher le modem et puis le rebrancher et surtout attendre 30 secondes. Le storytelling est génial. Le fond, je commence un peu à... Parce que ma vitesse de téléchargement, regarder une série sur Netflix quand votre Internet coupe toutes les 10 secondes, c'est moyen. Mais est-ce que c'est la faute de l'histoire ? Ou est-ce que c'est la faute de celui qui me l'a vendu? Et ça, il faut pouvoir faire la différence. Après, là, je vais vous dire peut-être un truc très choquant et très froid, mais quand une histoire ne vous plaît pas, vous arrêtez de la lire. Et si vous voulez une meilleure histoire, soit vous cherchez une chouette histoire ailleurs parce que les gens vous ont dit que l'histoire était sympa, soit vous créez votre histoire. Et si en réunion,
on vient avec un truc et que vous trouvez que c'est un peu du bullshit parce qu'on nous a vendu un super produit, on l'a super bien emballé, mais que quand j'ai ouvert le paquet cadeau, il y avait 2 cure-dents et une corde à linge, ben, c'est à vous, à la prochaine réunion, à peut-être vous dire, ok, moi je vais faire une autre histoire, j'aurai peut-être un emballage un peu moins bien, mais j'aurai un truc qui soit cohérent entre l'histoire que je raconte et le fond qu'il y a dedans. Voilà. Ça répond à votre question? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Oui, alors on revient un peu à ce que je disais à monsieur, c'est est-ce que c'est la faute du storytelling ou de la marque d'Apple, ou est-ce que c'est à la faute du gars qui un matin s'est dit je ne sais pas où je vais dormir cette nuit, mais je crois que ça va être devant un magasin Apple. Je vais reprendre pour l'exemple de Marvel, par exemple, qui a sorti Avengers 2, qui est le blockbuster attendu par tout le monde, ou pire, 25 décembre 2015, Star Wars, nouvel épisode, sort. Déjà, le 18 ? Eh bien, le 18 décembre, il sort. Déjà maintenant, il y a des gens qui sont en train de s'organiser pour savoir où est-ce qu'ils vont aller voir l'avant-première. Encore une fois, c'est la manière dont toi, tu vis l'histoire. Comme toute histoire, tu as ceux qui vont lire un bouquin et qui vont pleurer. Enfin, alors, moi, j'ai une femme qui est fantastique pour ça. Elle est capable de rester dans un truc. Vous regardez un film qui est émouvant, vous terminez, vous faites « Oui, c'était sympa ». Elle, 2 jours après, est encore là. « Non mais tu te rends compte ?» Est-ce que c'est la faute du film? Non, les éléments. C'est un petit peu, mais les éléments sont là, ton storytelling est là, et tu as forcément des gens qui vont partir à l'extrême, et qui vont trouver ton histoire extrême, et qui vont aller camper devant ton magasin Apple parce que l'histoire est tellement géniale. Mais parce qu'on vit chacun aussi nos émotions différemment. Là, c'est plus, encore une fois, à cause de l'histoire, c'est la manière dont tu vis l'histoire. Mais ce qui est important, et c'est ça qu'Apple, de toute façon, dans ce cas-là, est gagnant, c'est que l'émotion que tu as vécue, et ce truc que tu as eu d'aller dormir devant le magasin avec ta tante et de voir plein de clampins autour de toi qui sont en train de se geler les miches parce qu'il y a l'Apple Watch qui va sortir dans 12 heures, ça que tu as vécu là, il y a un nom qui va te rester en tête, c'est Apple. Et peut-être qu'à un moment, tu vas te dire, Apple, fuck, j'en ai un à 200 € qui fait exactement la même chose. Peeble, très très bon, les montres, plutôt qu'Apple Watch. Ceci étant dit. Et où tu vas aller chez eux parce que tu n'as pas envie de faire la file. Ok, mais c'est parce que toi, l'histoire, à un moment, l'histoire ne te parle plus. Comme aujourd'hui, il y a des séries. Moi, je me souviens que je regardais K2000 quand j'étais gamin. Aujourd'hui, je trouve ça vraiment cucu. Une voiture qui parle, enfin, la mienne fait la même chose. Hein? Ouais, et puis la coupe de cheveux, la perfecto truc, et Night, je veux dire, pour 1 000 €, j'ai une plaque personnalisée, et ma voiture, je lui donne le chemin, et je lui parle même à ma voiture, j'ai mis un bouton. Donc, il y a des histoires qui vont te parler à un moment, et puis à un moment qui vont plus te parler du tout. C'est aussi ce qui fait que tes communautés changent, et qu'il y a des sociétés qui vont devoir adapter leurs produits et adapter leurs messages. Quand tu regardes, par exemple, je vais terminer là-dessus, parce qu'après les autres vont débarquer, mais un exemple concret, par exemple, de storytelling qui a évolué, pour l'industrie automobile. Vous vous souvenez des premières publicités dans l'industrie automobile? On vous montrait les belles voitures et on vous expliquait toutes les options qu'il y avait dedans. L'airbag, la ceinture de sécurité. Oui, parce qu'il y avait une époque où la ceinture de sécurité était une option. Et c'était l'airbag, les vitres électriques. Ouais, c'est génial. Et toutes les options qu'il y a dedans. Et on vous montrait la voiture avec toutes les options, tout ce que vous pouviez faire, le coffre, le machin, et les portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Ça a marché pendant un temps. Et puis les gens en ont eu marre parce qu'ils se sont dit, oui, enfin une voiture qui n'a pas de roue et pas de volant, c'est pas une voiture, donc arrête de me la vendre comme quoi elle a un volant. D'accord? Et donc ils ont adapté leur message, ils ont adapté leur histoire. Maintenant, quand on voit les pubs pour BM, par exemple, qu'est-ce que vous voyez sur la pub BM? Vous la passez sur une pub de 30 secondes, vous la voyez 5 secondes à tout casser? Vous l'avez passée comme ça? C'était quoi? C'était une BM. Ah. Et c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière? C'est plus la voiture en elle-même. Ils ont changé le message, c'est qu'est-ce que vous allez ressentir en étant en BMW? Pourtant, c'est une voiture. Donc oui, ton histoire va changer, comme ton audience va changer, et ta communauté va bouger. Voilà. D'autres questions? Oui.
Ouais. Et alors à ça, je vais répondre et. Alors, bon, moi, c'est peut-être un cas à part parce que je suis une vieille pute vénale, mais moi, manipuler les gens, enfin, je veux dire, ça fait partie du jeu. Ça s'appelle la publicité, ça s'appelle le capitalisme, ça s'appelle l'économie dans laquelle on vit, ça s'appelle vous qui êtes en train de négocier avec votre fille parce qu'elle veut sortir et dormir chez son petit copain alors qu'elle a 13 ans et qu'il va falloir trouver une astuce pour qu'elle reste à la maison. Négocier et manipuler, ça fait partie des choses. Après, oui, ça peut être gênant parce qu'on n'aime pas trop être manipulé. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est la vie de tous les jours et vous pouvez sortir partout dans la rue. Il y a tellement de choses pour lesquelles vous êtes manipulé et dont vous ne vous rendez même pas compte. Là, je vais vraiment terminer avec votre truc et après on arrête, mais quand vous allez acheter Vous aimez bien un bon poulet rôti? Ouais. Moi j'adore ça, un bon poulet rôti le dimanche avec une bonne compote, avec des bonnes pommes de terre ou des frites, bon truc qui sort du four. On sait tous, autant qu'on est, on le sait pertinemment bien, que ce poulet, il n'a jamais vu le cul d'un soleil de sa vie. Qu'il était entassé par milliers dans un truc qui est peut-être aussi grand qu'ici, collés les uns aux autres, où il y a un mec qui passe, qui leur jette les graines dans la gueule, et qui va attendre un moment avec une machine pour les choper, les gaver à mort, pour que vous, dans un joli emballage, vous ayez un joli petit poulet rôti, et que le dimanche, vous puissiez vous dire « C'était bon le petit poulet rôti ». Vous le savez, je le sais. Est-ce que ça nous empêche de l'acheter? Non. Est-ce qu'on est manipulé? Oui, parce que sur la publicité du joli poulet alloué, on voit ce joli poulet qui court dans la nature, avec ses petites fleurs dans le cul, et qui fait « Ouh, c'est joli, je suis un poulet de course, j'aime bien, je respire, je suis beau ». On sait que c'est de la manipulation, et on sait que c'est pas comme ça. On est manipulé. Quelque part, j'ai envie de dire que tous autant qu'on est, si on est un petit peu honnête, on aime être manipulé, parce que ça nous évite de devoir penser aux vraies choses, et à ce qui est réellement. Et le storytelling, oui, c'est peut-être son côté obscur au storytelling, mais c'est ce qui nous permet, quand vous racontez l'histoire, de faire en sorte et de faciliter le fait que nous tous, ici, on aime regarder ailleurs quand ça nous dérange. Et le storytelling, c'est un peu ça aussi. Voilà. Merci.